Sur le chemin de son bureau perché en hauteur, un milliardaire se retrouve coincé dans un ascenseur avec une mère célibataire qui lui tend une photo de son fils et des papiers d'adoption. « S'il vous plaît, je veux que vous le preniez ». Le dirigeant secoue la tête avant de rester figé de choc à ce qu'elle va dire ensuite. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Marcus Lancaster entra dans l'ascenseur à panneaux de verre épuré de la Lancaster Tower, ajustant les poignets de son costume sur mesure alors que les portes se refermaient. Son emploi du temps pour la journée était chargé, réunion avec des investisseurs, déjeuner avec le conseil d'administration, conférence téléphonique avec la division européenne. Il ne remarqua guère la femme debout dans un coin, les bras fermement enlacés autour d'un dossier, la posture tendue ou probablement une simple employée, sans doute nerveuse à l'idée d'être dans le même espace que lui, comme c'était toujours le cas. L'ascenseur bourdonnait en montant, la ville rétrécissant en dessous d'eux, puis, avec un à-coup, il s'arrêta. Les lumières vacillèrent, mais un silence s'installa. Marcus expira brusquement et vérifia sa montre. Son emploi du temps était serré et il n'était pas question qu'il perde du temps, coincé dans une boîte d'acier. Il appuya sur le bouton d'urgence. « Ici Marcus Lancaster, combien de temps cela va-t-il durer ?» Une voix crépitante répondit « Désolé, monsieur, petit bug système, cela ne devrait pas durer plus de 10 minutes. » Il roula des épaules, l'irritation piquant aux confins de sa patience. 10 minutes n'était pas idéal, mais il avait survécu à bien pire. Il tourna son attention vers la femme, s'attendant à ce qu'elle se taise, comme la plupart des gens le faisaient en sa présence. Mais elle s'éclaircit la gorge. « Monsieur Lancaster », dit-elle d'une voix posée mais tranchante, ce qui le fit la regarder vraiment pour la première fois. Elle arborait un pull gris uni, usé, aux allures banales, ses cheveux tirés en arrière comme si elle n'avait pas eu le temps d'en prendre soin, ou pas du tout du type confiant et polonais qui avait l'habitude de s'adresser à lui. Oui, il ne se gênait pas pour afficher son désintérêt. Elle inspira lentement puis s'avança, tendant le dossier. « J'ai besoin que vous preniez cela. » Il ne bouge pas. Si vous cherchez un emploi, ce n'est pas la manière d'y parvenir. Elle secoua la tête et ouvrit le dossier, dévoilant la photo d'un petit garçon aux boucles foncées et arborant un large sourire, accompagné de papiers officiels, de documents légaux. « Je veux que vous le preniez, Marcus. » Les yeux de Marcus passèrent en un éclair entre la photo et son visage. Il laissa échapper un rire bref, sans humour. « Pardon ?» Elle maintint son regard. « Il s'appelle Noah. » Il ricana. « Si c'est une sorte d'arnaque. » Ce n'est pas le cas. Sa prise sur le dossier se resserra. « C'est votre fils. » Les mots frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Les parois de l'ascenseur semblaient soudain trop proches, son pouls battait dans ses oreilles. « C'est impossible, » murmura-t-il, secouant la tête et reculant comme si la distance pouvait effacer la conversation. « Je m'en souviendrai, » dit-elle d'un ton résolu. « Il y a 6 ans que nous nous sommes rencontrés à Chicago, c'était une nuit et vous êtes parti avant même que je ne me réveille. J'ai essayé de vous retrouver, mais... » Il la coupa d'un regard aigu. « Vous vous attendez à ce que je croie qu'après tout ce temps, vous m'ayez simplement retrouvé par hasard et que maintenant vous vouliez que je prenne un gamin que je n'ai jamais rencontré ?» Elle expira, posée mais fatiguée. « Je ne voulais rien de vous auparavant, mais les choses ont changé. » Marcus jeta un regard de nouveau à la photo. Contrairement à son jugement, l'enfant lui rappelait son propre menton volontaire, quelque chose de familier dans l'inclinaison de sa tête. Coïncidence ? Ça devait l'être. Il serra les poings, réprimant le malaise qui s'insinuait dans sa poitrine. Et qu'est-ce qui a exactement changé ? Ses doigts se crispèrent sur les papiers. « J'ai un cancer. » Marcus resta figé. Maya déglutit. Cette avancée, les médecins ne sont pas optimistes. Elle hésita, baissant la voix. « Je n'ai pas de famille capable de le prendre, personne en qui j'ai confiance. J'ai dû vous retrouver, personne ne mérite d'être seul, et il mérite d'être avec son père. » Son estomac se noua. Il pouvait gérer des investissements à haut risque, des décisions d'affaires impitoyables, des négociations féroces, mais cela, c'était autre chose. « Même si c'était vrai, dit-il prudemment, je ne suis pas fait pour être père. » « On ne demande pas un père parfait, » répliqua Maya, « juste quelqu'un qui ne le laissera pas seul dans ce monde. » L'interphone grésilla de nouveau, les systèmes se remettant en ligne. En mouvement. L'ascenseur fit un à-coup, puis reprit sa montée en douceur. Marcus fixa les documents portant le nom de Noah Brox, son esprit fourmillant de 1000 raisons de tourner les talons. Ce n'était pas son problème, il avait une entreprise à diriger,
une vie qui n'impliquait ni terrain de jeu ni récupération d'enfants à l'école. Les portes s'ouvrirent avec une sonnerie. Il sortit sans un mot de plus, laissant Maya là, tenant toujours le dossier. Mais alors qu'il se dirigeait vers son bureau, l'écho de ses paroles le suivit. Marcus ferma la porte de son bureau plus fort que nécessaire, le son résonnant à travers l'immensité de l'espace. Il jeta sa mallette sur le bureau, ne remarquant même pas qu'elle glissait sur la surface polie. Les mots de Maya s'accrochaient à lui comme une tâche impossible à effacer. « C'est ton fils. » La phrase tournoyait dans sa tête, indésirable et inébranlable. Il ne l'avait pas demandé, il avait construit sa vie sur le contrôle, sur des risques calculés, sur le fait de ne jamais laisser quoi que ce soit ni personne s'approcher trop près. Maintenant, une femme de son passé avait déposé un enfant de 6 ans sur ses genoux, et s'attendait à ce qu'il prenne ses responsabilités comme s'il s'agissait d'une acquisition commerciale simple. Elliot, son assistant, entra prudemment. « Monsieur ?» Marcus fit un signe de la main sans lever les yeux. « J'ai besoin d'un test ADN, sans fuite. » Elliot ne broncha pas. Des années à travailler pour Marcus l'avaient rendu impassible. « Qui est le sujet ?» Marcus hésita, puis fouilla dans sa poche, effleurant le bord de la photographie que Maya lui avait donnée. Il ne l'avait pas voulu prendre, mais dans le brouillard du choc, elle s'était retrouvée dans sa main. Il la glissa sur le bureau. Elliot haussa légèrement les sourcils, mais ne dit rien. « Je veux des résultats dans une semaine. » Marcus ajouta. « Sans erreur, je m'en occupe. » Elliot sortit déjà son téléphone. Marcus le congédia et se laissa retomber dans son fauteuil. Il aurait dû penser à sa prochaine réunion, mais son esprit revenait sans cesse à l'enfant sur la photo « Noah ». Cela n'avait pas d'importance, le test prouverait que c'était une erreur. Une semaine plus tard, les résultats atterrirent sur son bureau, positifs. Marcus fixa le papier plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre, se préparant à l'inévitable, et pourtant son estomac se noua encore en lisant la confirmation en noir et blanc. Il n'y avait plus d'échappatoire, le garçon existait, et il était le sien. Il aurait pu ignorer cela, laisser ses avocats s'en charger, envoyer un chèque à Maya et tourner les talons, mais il ne le fit pas. À la place, il se retrouva dans sa voiture, par un samedi après-midi, se rendant dans un parc où il n'avait pas mis les pieds depuis son enfance. Il aperçut Maya sur un banc, semblant plus mince qu'il ne se souvenait, enveloppée dans un manteau qui lui semblait trop grand. À côté d'elle, une petite silhouette accroupie dans l'herbe, fouillant quelque chose avec un bâton. Maya leva les yeux alors qu'il s'approchait, l'expression impénétrable. « Vous êtes venu, vous vous attendiez à ce que je ne vienne pas ?» Elle ne répondit pas, se contentant de hocher la tête en direction de Noah. « Il ne sait pas encore. Je ne voulais pas lui dire, à moins que... » « Je ne fais aucune promesse, » intervint Marcus. Noah se leva soudainement et se tourna vers eux, son regard passant de Marcus à son visage, avec une évaluation d'une acuité surprenante pour son âge. Il inclina la tête. « Vous êtes l'homme de la télé ?» Maya toussa, étouffant ce qui ressemblait étrangement à un rire. Marcus croisa les bras. « Ça dépend de la chaîne que vous regardez. » Noah sembla réfléchir. « Celle où il parle d'argent et de choses ennuyeuses ?» « Alors oui, » acquiesça Noah, apparemment satisfait. « Vos cheveux sont très bien coiffés. » Marcus ne sut trop comment réagir. « Merci, » dit Noah en haussant les épaules, avant de retourner s'occuper de ce qui avait capté son attention dans la terre. Maya esquissa un sourire léger. « Il n'est pas timide, je vois. » Ils restèrent dans un silence maladroit pendant un moment, avant que Maya ne pousse Noah. « Pourquoi ne montres-tu pas à Monsieur Lancaster ton endroit préféré ?» Noah observa de nouveau Marcus. « Tu n'aimes pas la terre, n'est-ce pas ?»« Pas vraiment. » Noah sembla y réfléchir, puis pointa du doigt l'autre côté du parc. « Il y a un coin là-bas où les canards se battent. C'est drôle. » Marcus expira par le nez. « Très bien, montre-moi les canards. » Sans attendre de confirmation supplémentaire, Noah s'élança, s'attendant à ce que Marcus le suive. Maya le fit signe, et il s'exécuta, gardant un pas mesuré alors que Noah courait en racontant toute l'histoire d'un canard nommé Fred qui volait toujours le pain des autres. Marcus écoutait, surpris de se découvrir à ne pas détester cela. Ils arrivèrent au bord d'un étang. Noah se tenait sur un rocher, les mains sur les hanches, narrateur d'un drame canardesque tel un commentateur sportif. Marcus observait, bras croisés, se sentant comme un spectateur extérieur regardant la vie d'autrui. L'enfant débordait d'énergie, ses pensées brutes déferlant comme s'il n'avait rien à prouver. Il y avait quelque chose de familier dans sa façon d'être, une confiance en lui qui semblait innée plutôt qu'acquise.
Sais-tu faire des ricochets? Demanda soudain Noah, en donnant un coup de pied au galet près de ses pieds. Marcus se lança, cela faisait des années, mais la mémoire musculaire était là. Il se pencha, ramassa une pierre plate et fliqua son poignet. La pierre rebondit sur l'eau avant de sombrer. Les yeux de Noah s'écarquillèrent. Waouh! Il se dépêcha de chercher lui-même une pierre pour imiter le geste. Sa première tentative plongea directement, la seconde ne fut guère meilleure. Marcus s'accroupit à côté de lui. Il faut l'orienter comme ça, dit-il en ajustant légèrement la prise de Noah. Essaie encore, encouragea-t-il. Noah lança à nouveau la pierre, qui fit un faible ricochet avant de couler. Tu as vu? J'ai réussi, déclara Noah. Marcus hocha la tête. Pas mal. Noah sourit, triomphant, et partit à la recherche d'une autre pierre. Ils restèrent plus longtemps que Marcus ne l'avait prévu. Lorsqu'ils revinrent vers Maya, le soleil déclinait, l'air se rafraîchissait. Maya se leva à leur approche, observant Noah, qui babillait encore sur les canards et les ricochets. Elle croisa le regard de Marcus. Merci. Il n'était pas certain de ce pourquoi il était remercié. Passer 1 heure avec son propre enfant aurait dû être une obligation, un devoir auquel il n'avait aucun droit. Pourtant, cela avait été facile. Il garda néanmoins une expression neutre. Je n'ai encore rien décidé. Je sais, murmura-t-elle doucement, mais je t'aime bien. Marcus jeta un regard à Noah, qui mimait désormais une reconstitution dramatique d'un combat de canards, avec même des effets sonores. La pensée de le laisser derrière lui, de partir comme si rien n'était arrivé, le rongeait. Il expira. Je le reverrai. Maya hocha légèrement la tête. Marcus quitta le parc en ressentant quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer, quelque chose de plus lourd qu'avant. Il se disait qu'il ne faisait que s'acquitter d'une obligation, qu'il n'était là que par un lien légal, un sens du devoir. Mais en montant dans sa voiture, l'image du sourire enthousiaste de Noah alors que sa pierre glissait sur l'eau resta gravée en lui, et pour la première fois depuis longtemps, Marcus doutait de maîtriser ce qui allait suivre. Marcus ne savait pas comment cela s'était produit, mais sa vie ne suivait plus la trajectoire lisse et prévisible qu'il avait soigneusement tracée. Depuis cet après-midi au parc, il se retrouva à voir Noah plus souvent qu'il ne l'avait initialement prévu. Cela avait commencé par une autre visite, juste pour s'assurer qu'il ne se trompait pas en s'impliquant, puis une suivante parce que Noah avait paru si enthousiaste à son arrivée, et ensuite, d'une manière ou d'une autre, il avait accepté d'emmener le garçon pour un vrai repas qui s'était transformé en un désastre complet. Il avait commis l'erreur d'emmener Noah à Ambrose, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, un endroit où il avait accueilli des investisseurs et conclu des affaires à plusieurs millions lors de plats méticuleusement dressés. Noah, cependant, avait jeté un coup d'œil à l'agencement artistique du foie gras et des légumes marinés et avait déclaré, assez fort pour que la moitié du restaurant entende. Ça a l'air bizarre et ça sent une chaussette mouillée. Marcus avait été trop stupéfait pour réagir immédiatement, ce qui n'avait fait qu'encourager Noah à tripoter son assiette comme s'il s'attendait à ce qu'elle prenne vie. La maîtresse de salle leur lança un regard à peine dissimulé d'horreur, et Marcus ne s'était jamais senti aussi dépassé. Il avait passé des années à négocier sous haute pression, mais rien dans sa carrière professionnelle ne l'avait préparé à l'expérience humiliante de devoir convaincre un enfant de 6 ans qu'il ne pouvait pas commander des nuggets de poulet dans un restaurant avec une liste d'attente de 3 mois. Le dîner s'était terminé avec Noah ne mangeant que du pain et du beurre, déclarant que c'était la seule nourriture normale ici, tandis que Marcus se résignait au fait que c'était apparemment désormais sa vie. Mais cela n'était rien comparé à l'incident au bureau. Contre toute sa raison, Marcus avait de nouveau accepté, en dépit de ses meilleurs jugements, de laisser Noah passer l'après-midi chez Lancaster Holdings, après que Maya eut appelé à la dernière minute pour dire qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin qui risquait de durer. Marcus avait supposé que ce serait simple. Noah s'assoirait dans son bureau avec quelques dessins animés ou des livres de coloriage, et lui poursuivrait sa journée. Au lieu de cela, Noah avait trouvé le moyen de rejoindre le système d'interphone de l'immeuble, avant que quiconque ne puisse l'en empêcher, sa voix avait résonné dans tout le siège social. « Bonjour, gens d'affaires importants, ici Noah. Je voulais juste dire que Marcus Lancaster n'est en réalité pas si effrayant que ça, qu'il rigole devant les dessins animés et qu'il mange beaucoup trop de cacahuètes à son bureau. Bon, salut. » Marcus n'avait jamais bougé aussi vite de toute sa vie, se précipitant hors d'une réunion de conseil, juste à temps pour voir un groupe de stagiaires s'efforcer désespérément d'arracher le micro à un Noah ravi. Lorsqu'il le rejoignit, tout son étage était en train de contenir difficilement leur rire, et son assistant Elliot avait l'air prêt à démissionner ou à se mettre à boire sur le tas.
Je ne savais pas que cela concernait tout l'immeuble, expliqua Noah avec un haussement d'épaule innocent. Il faudrait vraiment mettre des étiquettes sur certaines choses, répliqua Marcus, voulant se fâcher, vouloir poser ses limites et clarifier qu'il était un homme d'affaires, non un baby-sitter. Mais au lieu de cela, il renvoya Noah chez lui avec un soupir exaspéré et un avertissement tiède de ne plus toucher à rien la prochaine fois. Et malgré tout cela, malgré le chaos pur que Noah avait apporté dans sa vie, Marcus se surprit à attendre de le revoir. Victoria, en revanche, ne partageait pas ce sentiment. Elle avait découvert l'existence de Noah comme Victoria découvrait tout, grâce à des sources bien placées, des commérages raffinés, des fuites et la toujours en ébullition, machinerie à rumeurs, de l'entreprise. Marcus n'avait à peine franchi le seuil de son pentouse ce soir-là que Victoria l'attendait, les bras croisés, l'expression oscillant entre l'indignation et le calcul. « Ça va poser problème », avait-elle dit, avant même qu'il n'ait eu le temps d'enlever sa veste. Marcus savait ce qu'elle voulait dire. Le timing était terrible, Lancaster Holdings était en pleine fusion majeure, nécessitant des mois de manœuvres précises. Chaque mouvement qu'il faisait était scruté par le conseil, par la presse, par des concurrents attendant la moindre erreur, et voilà qu'un enfant venait soudainement perturber l'image d'un homme stable et concentré, sans distraction personnelle. Victoria exposa le tout de la manière nette et logique qui la caractérisait. Ça va soulever des questions, ça va vous faire paraître irresponsable. Le conseil a besoin de vous voir stable, concentré, pas comme quelqu'un qui a soudainement. Elle balaya d'un geste désinvolte le terme « distraction personnelle ». Marcus écouta, sachant qu'elle avait raison, que c'était exactement la raison pour laquelle il avait toujours tenu à séparer sa vie personnelle de son travail. Mais ce qui le dérangeait le plus n'était pas la frustration de Victoria, c'était la manière dont elle parlait de Noah, comme s'il n'était qu'un communiqué de presse gênant. Quand elle suggéra discrètement d'organiser un soutien financier pour Maya et de garder ses distances, Marcus comprit quelque chose qu'il ne voulait pas admettre, l'idée de simplement disparaître, de faire comme si Noah n'existait pas, lui laissait un goût amer. Mais alors qu'il commençait à se résoudre à cette idée, le téléphone sonna, un appel de Maya. Jadis vague sur sa santé, repoussant toujours les inquiétudes pour se concentrer sur Noah, Maya avait ce soir-là une voix plus faible, plus tendue, qui brisait le cœur de Marcus. « Je ne sais pas combien de temps il me reste », admit-elle doucement, les mots tombant comme un poids sur sa poitrine. Il ne savait quoi répondre, comment réagir. Ce n'était pas une affaire commerciale avec Clear Solutions, un problème à lequel on pouvait jeter de l'argent pour le faire disparaître. C'était quelque chose de réel, d'inévitable. Maya hésita, puis ajouta. « J'ai besoin de savoir ce que tu vas faire. J'ai besoin de savoir qu'il aura quelqu'un. » Marcus regarda la photo de Noah sur son bureau, celle qu'il avait jadis pensé jeter, mais qu'il gardait désormais précieusement. Il expira lentement. « Je ne sais pas encore. » Maya ne poussa pas la conversation, mais avant de raccrocher, elle dit. « Tu ferais bien de te décider vite. » Marcus resta silencieux longtemps après que l'appel eut pris fin, le poids de la responsabilité s'installant en lui. Il avait passé sa vie à tout planifier, à s'assurer que rien ne le prendrait au dépourvu. Mais là, rien ne permettait la précision. Il ne savait pas comment se préparer à une situation pareille, comment peser l'avenir d'un enfant contre la vie qu'il s'était bâtie. Alors, fidèle à lui-même face à l'incertitude, il se plongea dans le travail, s'enfermant dans des réunions, laissant son emploi du temps dicter ses journées, essayant de se convaincre que la suite deviendrait claire s'il restait en mouvement. Mais ensuite, il reçut l'appel, Maya était à l'hôpital. Il quitta le bureau sans un mot, ignorant même le son d'Elliot l'appelant derrière lui. Il conduisit plus vite qu'il ne l'aurait dû, tissant sa route dans la circulation, concentré, à peine conscient de son propre pouls battant dans ses oreilles. À son arrivée, Maya était déjà admise. L'infirmière à la réception le regarda avec une compréhension silencieuse en le dirigeant vers sa chambre. Noah était là, recroquevillé dans l'un des fauteuils raides près du lit, ses petites mains serrant le tissu de son sweat à capuche comme s'ils tentaient de se maintenir ensemble. Lorsque Marcus entra, Noah leva les yeux, son expression indéchiffrable pour la première fois depuis leur rencontre. Il ne dit rien, se glissant un peu plus près du lit de sa mère, comme s'il craignait de trop s'éloigner. Maya avait l'air bien pire que ce à quoi il s'attendait. Une sorte de morosité, une fatigue profonde enveloppait ses gestes lorsqu'elle tendit la main vers Noah. « Et, Marcus », murmura-t-elle, sa voix plus mince qu'elle ne l'avait été il y a seulement une semaine. Il hocha la tête, se sentant étrangement déplacé. « C'est grave ?» Elle expira lentement. La chambre se tut. Noah les observa tous les deux, absorbant chaque détail sans poser de questions.
Marcus savait que les enfants étaient souvent plus perspicaces que l'on ne le croyait. Maya se redressa légèrement, faisant un effort visible. « J'ai besoin de te parler seule, dit-elle. Noah ne protesta pas lorsqu'elle lui demanda de sortir quelques minutes. Il quitta la pièce discrètement, ses baskets résonnant dans le couloir. Marcus attendit, bras croisés, sentant son estomac se nouer. Maya ne perdit pas de temps. « J'ai besoin que tu le prennes, dit-elle, la mâchoire se crispant. Maya, dit-elle, je n'ai pas de temps à perdre à hésiter. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, que ce n'était pas dans tes plans, mais tu es la seule qui puisse garantir qu'il ira bien. Marcus détourna le regard, se concentrant sur le petit moniteur à côté du lit qui affichait le va-et-vient régulier de son pouls. Je ne sais pas comment faire ça, admit-il, passant une main sur son visage. Marcus, je te fais confiance, l'interrompit-elle. Il aurait aimé lui dire qu'elle se trompait, que confier une telle responsabilité à quelqu'un comme lui, quelqu'un qui n'était pas fait pour être père, serait une erreur fatale. Mais alors la porte s'ouvrit doucement, et Noah réapparut, sa petite silhouette hésitante remontant sur le fauteuil près du lit. Maya adoucit son expression en le voyant, l'attrapant pour le serrer contre elle. Noah se blottit immédiatement, sa main minuscule agrippant sa manche comme pour la retenir. Noah murmura sans lever les yeux. « Maman dit que t'es super riche. » Marcus leva un sourcil. « Vraiment ?» Noah hocha la tête. « Mais je veux juste quelqu'un avec qui manger des pancakes. » Quelque chose se coinça dans la gorge de Marcus. Il n'avait jamais été du genre sentimental, ne laissant jamais ses émotions guider ses choix, mais la simplicité des mots de Noah fit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas une question de richesse ou d'héritage, il s'agissait d'un enfant qui était sur le point de perdre la seule personne qu'il avait jamais aimée, un enfant qui ne voulait que de la stabilité dans un monde sur le point de basculer. Maya caressa les cheveux de Noah, ses doigts s'attardant, et leva les yeux vers Marcus, une supplique dans son regard. « Promets-moi. » Il resta silencieux, ne sachant comment promettre une chose pareille. Toute sa vie, il avait pris des décisions basées sur la logique, mais là, c'était différent. Noah soupira contre elle, son rythme respiratoire se ralentissant, signe de fatigue. Marcus observa Maya le serrer contre elle, sa touche légère mais déterminée, comme si elle voulait graver en elle la sensation de ce moment tant qu'elle le pouvait encore. Pour la première fois de sa vie, Marcus ne réfléchit pas, n'analysa pas, ne pesa pas le pour et le contre. Il hocha simplement la tête. Maya expira, semblant se détendre d'un seul coup. « D'accord, » murmura-t-elle. Le souffle de Noah se fit plus régulier alors qu'il sombrait dans le sommeil, lové contre elle comme il l'avait fait 1000 fois auparavant. Marcus s'assit dans le fauteuil en face d'eux, observant le petit corps de Noah se soulever et retomber au rythme des machines. Pour la première fois, l'idée de la paternité ne semblait plus impossible, mais plutôt quelque chose qu'il devait comprendre et gérer. Dans cette chambre d'hôpital, regardant Maya tenir Noah comme si elle pouvait, par ce geste, le protéger de ce qui allait arriver, Marcus fit une promesse silencieuse. Il hocha la tête, laissant le poids des mots de Maya s'enraciner dans sa poitrine. Cela lui semblait être la bonne chose à faire, un devoir auquel il pouvait s'atteler même s'il ignorait comment. Mais lorsqu'il quitta l'hôpital ce soir-là, en s'aventurant dans le froid, le silence vide de la ville, la réalité le frappa avec une clarté brutale, il n'était pas fait pour cela. Toute sa vie, il avait pris des décisions fondées sur la logique, le contrôle et l'élimination des risques. Intégrer un enfant de 6 ans, réorganiser toute son existence autour d'un gamin qu'il connaissait à peine, violer toutes les règles qu'il s'était imposées. Un père dont il n'arrivait même pas à maintenir une relation plus longue que quelques mois avant que l'ennui ou l'inconvénient ne s'installe. Il ne savait pas comment être ce que Noah avait besoin d'un père, et pire encore, il ne voulait pas le découvrir de la manière la plus douloureuse. Alors, il fit ce qu'il faisait de mieux, il partit. En quelques jours, il prit un avion pour Londres, puis pour Hong Kong, puis pour Dubaï. Il se plongea dans le travail, surchargeant son emploi du temps avec des réunions inutiles pour occuper ses journées. Il participa à d'innombrables négociations, conclut des accords qui auraient dû être exaltants, serra la main de personnes qui le considéraient comme intouchable. Il se persuada qu'il avait fait le bon choix, que partir était préférable à faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Elliot appela Marcus, qui ignora l'appel. Puis il reçut un SMS succinct lui demandant de discuter d'affaires urgentes, mais Marcus laissa le message non lu à chaque vibration, un malaise s'installant dans sa poitrine qui l'étouffait dans des nuits tardives, du whisky onéreux et des conversations dénuées de sens. Puis, un soir, son téléphone s'illumina d'un numéro inconnu. Il faillit ignorer l'appel, mais quelque chose le poussa à regarder l'écran, Hôpital Saint-Judès.
Il fixa le nom, la prise sur l'appareil se resserrant, l'air dans sa suite devenant lourd, comme si les murs se refermaient. Il laissa sonner, puis le téléphone s'arrêta et un message apparut. Monsieur Lancaster, ici l'hôpital Saint-Judès. Maya Brox est décédée. Vous êtes indiqué comme contact d'urgence. Veuillez nous appeler immédiatement concernant son fils. Il relut les mots encore et encore, son estomac se nouant, une douleur aiguë et étrangère le traversant. Il s'assit lourdement, le bourdonnement lointain de la ville en contrebas semblant étouffé. Sa main hésita au-dessus de l'écran, son pouce frôlant le bouton d'appel, puis lentement, délibérément, il appuya sur le bouton d'alimentation. L'écran s'éteignit. Il déposa le téléphone sur la table, se leva et se versa un verre. Le gamin irait bien. Des systèmes étaient en place pour ce genre de situation. Famille d'accueil, tutelle légale, quelqu'un prendrait soin de lui, quelqu'un qui saurait vraiment comment élever un enfant, quelqu'un qui ne serait pas Marcus Lancaster. Il avait pris la bonne décision, il n'avait rien à faire en tant que père. Pourtant, en buvant ce whisky, il sentit une brûlure plus forte que d'habitude. Noah, quant à lui, était assis sur le lit d'hôpital, ses pieds balançant dans le vide. La chambre sentait le désinfectant, ses produits aigus et trop propres, comme s'il tentait d'effacer toute trace de ce qui s'était passé. Il détestait cela. Son sac à dos était serré sur ses genoux, ses bretelles marquant ses doigts si fort qu'il lui faisait mal, mais il ne lâchait rien. Sa mère lui avait dit de le préparer avant qu'elle ne tombe vraiment malade, au cas où. Il l'avait fait, pliant soigneusement son t-shirt préféré comme elle lui avait appris, veillant à ce que son carnet et ses crayons de couleur soient bien rangés. Elle lui avait dit qu'il pourrait devoir aller vivre ailleurs pour un moment, mais qu'il ne serait pas seul. Elle avait dit que Monsieur Marcus viendrait. Alors Noah attendit. Au début, les infirmières furent gentilles, lui donnant des tasses supplémentaires de la cafétéria et le laissant s'installer à la réception pour colorier pendant qu'elle travaillait. Il avait aimé cette partie, car cela l'aidait à ne pas trop penser. Mais au bout de quelques jours, elles commencèrent à le regarder autrement, leur voix devenant plus douce, comme si elles tentaient d'éviter de prononcer quelque chose qui pourrait lui déplaire. Finalement, l'une d'elles s'agenouilla et lui dit qu'une dame des services sociaux viendrait bientôt pour l'emmener ailleurs. C'est alors qu'il posa la question qui lui pesait depuis que sa mère avait cessé de parler. « Et Monsieur Marcus ?» Personne ne répondit immédiatement. L'infirmière, qui lui souriait toujours, hésita, jouant nerveusement avec son stylo dans sa poche. Une autre personne s'effaça, puis la dame des services sociaux arriva. Avec des mains douces posées sur ses épaules, elle s'agenouilla devant lui et lui expliqua que Monsieur Marcus était très occupé, que parfois les adultes avaient de nombreuses responsabilités et que ce n'était pas qu'ils ne se souciaient pas de lui. Noah hocha la tête, comme s'il comprenait, même s'il ne comprenait pas vraiment. Ils l'emmenèrent dans une maison avec une cour, un lieu où il y avait trop d'enfants et pas assez d'espace. Les autres enfants étaient plus âgés, plus bruyants, certains se disputant constamment pour la télévision ou la plus grosse part du dîner. Les adultes n'étaient pas méchants, mais ils n'étaient pas sa mère, et ils ne le regardaient pas de la même manière. On lui donna un lit avec des draps raides et on lui dit qu'il finirait par s'y habituer. Il n'était pas sûr de s'y habituer. Personne ne faisait de pancakes la nuit quand les lumières s'éteignaient. Il restait allongé, fixant le plafond, essayant de se rappeler la voix de sa mère lorsqu'elle chantait en cuisinant. Le souvenir commençait déjà à s'effacer, tel un brouillard insaisissable. Il ne voulait pas oublier, mais c'était de plus en plus difficile. Un soir, alors que la maison était enfin silencieuse, il étendit son sac sur le lit et l'ouvrit avec soin. Son carnet était encore là, entre les pages. Courbé mais en bon état, il trouva un crayon, la pointe émoussée mais assez affûtée pour écrire, et il tourna la page vers une feuille neuve. Il ne savait pas ce qu'il allait dire jusqu'à ce que les mots se forment déjà. « Cher Monsieur Marcus, je ne sais pas si vous êtes occupé, mais maman a dit que vous étiez mon père. Je pense que vous avez peut-être oublié. Ce n'est pas grave, moi aussi j'oublie des choses parfois. Je n'ai pas besoin de rien de sophistiqué, juste de quelqu'un qui aime les pancakes et les dessins animés. Je ne pense pas être difficile à gérer, s'il vous plaît ne soyez pas en colère contre moi. Avec amour, moi. » Il resta longtemps à le regarder, lisant les mots encore et encore, puis il déchira la page, la plia soigneusement en deux et la glissa dans la poche avant de son sac à dos. Le lendemain matin, lorsque l'assistante sociale vint prendre de ses nouvelles, il demanda s'il pouvait envoyer une lettre. Elle lui sourit, lui ébouriffa les cheveux et lui trouva une enveloppe. Noah écrivit « Monsieur Marcus Lancaster » sur le devant, même s'il n'était pas certain de l'adresse à laquelle elle devait être envoyée. L'assistante sociale promit qu'elle l'enverrait au bon endroit. Noah espérait qu'elle avait raison.
3 semaines passèrent dans un flou de réunions, de vols et de chambres d'hôtel vides. Marcus s'enferma dans le travail, se disant que c'était la meilleure façon d'avancer. Il avait conclu 2 gros contrats, sécurisé une acquisition en négociation depuis des mois, et ajouté quelques millions de plus à sa valeur nette déjà vertigineuse. Selon tous les critères mesurables, il réussissait et pourtant une lourdeur dans sa poitrine, que même le succès ne pouvait chasser, persistait. Il se répétait que ce n'était que de l'épuisement, que la pression de son travail, les voyages constants, les nuits tardives le rattrapaient. Ces moments de silence, où il se retrouvait seul dans une suite d'hôtels, n'entendant que le bourdonnement lointain de la ville, lui rappelaient simplement qu'il avait toujours mieux fonctionné lorsqu'il était trop occupé pour penser. Victoria, cependant, avait d'autres théories. « Ça ne marche pas », annonça-t-elle un soir, debout dans son pantouse, lissant l'ourlet de sa robe de créateur, avec cette expression posée qu'elle arborait toujours en donnant des nouvelles. « Tu as déjà fait la paix avec le fait que tu es distrait, distant, tu n'es plus la même personne qu'il y a un mois. » Marcus avait à peine levé les yeux de son verre. « Et c'est un problème. »« Pour moi, ça l'est, » dit-elle en ajustant son bracelet. « On est censé être une équipe, mais j'ai l'impression de me tenir à côté d'un étranger. » Il ne protesta pas, ne se défendit pas. Il savait que c'était ce à quoi elle s'attendait, une réaction, une promesse que, d'une certaine manière, il reprendrait le dessus, qu'il écartait ce qui avait changé en lui pour redevenir l'homme capable d'entrer dans une pièce et de la commander sans hésiter. Mais la vérité était qu'il n'en avait pas assez à cœur pour faire l'effort. Il avait passé des années à construire sa vie à ses côtés, sachant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre sur le papier, puissants, ambitieux, intouchables. Maintenant, l'idée de s'accrocher à cela semblait épuisante. Alors il hocha la tête, lui donna l'accord qu'elle voulait et regarda pendant qu'elle rassemblait le reste de ses affaires. Elle partit sans se battre, exactement comme il s'était dit qu'elle le ferait. Et lorsque la porte se referma derrière elle, c'était une nouvelle confirmation qu'il se retrouvait, une fois de plus, exactement là où il avait commencé, seul. Il n'eut pas le temps de s'y attarder. Le lendemain matin, il reprit sa routine en arrivant à son bureau avant l'aube, se jetant dans des réunions successives, laissant le travail occuper chaque recoin de son esprit. Quand il rentra chez lui, il était tard et Elliot l'attendait, une pile de courriers soigneusement empilés à la main, la plupart de ses lettres n'étant que des broutilles. « Elliot, dit-il, déjà en triant les enveloppes, quelques mises à jour d'investisseurs, une de la part du service juridique. » Il hésita, prit une enveloppe dans la pile avant de la remettre à Marcus. L'enveloppe était petite, légèrement pliée, avec son nom écrit de manière inégale sur le devant. Marcus la prit, une sensation étrange lui parcourant l'échine alors qu'il regardait l'écriture, du genre qui appartenait à quelqu'un qui apprenait encore à former ses lettres correctement. Il ne bougea pas un instant, ses doigts reposant sur les bords du papier, quelque chose en lui résistant à l'acte de l'ouvrir. Elliot s'éclaircit la gorge. Elle est arrivée par le système postal de l'entreprise, sans adresse de retour, juste ton nom. Marcus sut, avant même de glisser son doigt sous le pli du sceau, qu'il devait déplier le papier avec précaution, son souffle ralentissant au fil de sa lecture. « Cher monsieur Marcus, je ne sais pas si vous êtes occupé, mais maman a dit que vous étiez mon père. Je pense que vous avez peut-être oublié. Ce n'est pas grave, moi aussi j'oublie des choses parfois. Je n'ai pas besoin de rien de sophistiqué, juste de quelqu'un qui aime les pancakes et les dessins animés. Je ne pense pas être difficile à gérer, s'il vous plaît ne soyez pas en colère contre moi. Avec amour, moi. » Les mots se brouillèrent pendant une seconde, le papier semblant soudain plus lourd entre ses mains. Il le lut encore et à chaque lecture, le poids dans sa poitrine se faisait plus aigu, pressant contre ses côtes comme si quelque chose s'effondrait. L'enfant pensait qu'il avait oublié que Marcus pouvait être fâché contre lui. Quelque chose en lui se brisa grandement. Il serra la mâchoire, ses doigts se crispant autour de la lettre tandis qu'il expirait par le nez, se forçant à rester immobile pour réprimer la vague nauséabonde qui déferlait en lui. Il avait passé des semaines à se convaincre que partir avait été le bon choix, que Noah irait bien, qu'il n'était pas ce dont l'enfant avait besoin. Mais maintenant, en tenant cela entre ses mains, la vérité le frappa si fort qu'elle lui donna envie de vomir. Noah avait attendu qu'il se présente, attendu quelque chose qui ne vint jamais. Marcus posa la lettre, pressant ses mains à plat contre le bureau comme pour se stabiliser. Son cœur martelait d'une manière qui n'avait rien à voir avec la colère, mais tout avec quelque chose de plus profond, de plus primordial. Elliot se déplaça légèrement, hésitant comme s'il n'était pas sûr de devoir parler. « Monsieur, depuis quand est-ce arrivé ?» La voix de Marcus était basse, posée, mais il y avait une nuance sous-jacente, quelque chose de dangereusement proche de l'effondrement.
Il y a environ une semaine, dit Elliot. Nous ne savions pas ce que c'était, cela a été mélangé avec le reste du courrier. Marcus était déjà en train de chercher son téléphone. Elliot se redressa. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin de le retrouver. Les heures suivantes se confondirent dans une frénésie. Marcus passa en revue tous ses contacts, appelant avocat, service de protection de l'enfance, quiconque pouvait localiser l'endroit où Noah avait été placé. Ce n'était pas facile, le système était un désordre, un réseau de placement temporaire, des travailleurs sociaux débordés, une paperasse sans fin. Mais Marcus ne s'arrêta pas. Lorsqu'il obtint enfin une réponse claire, c'était pire qu'il ne l'avait imaginé. Noah avait déjà été placé dans 3 foyers d'accueil. Le premier avait été temporaire, une solution provisoire. Le second avait échoué parce qu'il n'était pas préparé pour un placement à long terme. Le troisième comptait trop d'enfants et pas assez d'attention. Noah avait été ballotté, délaissé comme une réflexion après coup, et pendant ce temps, il avait attendu un homme qui était parti sans jamais se retourner. La main de Marcus se crispa sur son téléphone alors qu'il se penchait sur son bureau, regardant fixement la ligne d'horizon de la ville. Son estomac se nouait avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la honte. Il avait fait cela. Il avait laissé un enfant de 6 ans seul dans un monde qui n'en avait pas assez pris soin pour s'accrocher à lui, et maintenant il allait réparer cela. Sans un mot de plus, il attrapa son manteau, quitta son pantouse et dit à Elliot de libérer son emploi du temps. Il avait déjà perdu assez de temps. Marcus avait passé toute sa carrière à maîtriser les négociations, à contrôler chaque variable, à s'assurer que rien ne le prenait au dépourvu. Pourtant, se tenant dans le bureau des services de protection de l'enfance face à une femme qui avait déjà formé son opinion sur lui, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, de l'impuissance. L'assistante sociale, une femme d'une 40aine d'années avec ce genre d'allure sans concession acquise après des années à gérer le chaos bureaucratique, était assise en face de lui, feuilletant un dossier. Elle avait déjà expliqué la situation 2 fois, mais Marcus n'était pas d'humeur à l'écouter de nouveau. Le problème, monsieur Lancaster, dit-elle en posant le dossier, c'est que vous aviez l'opportunité d'intervenir il y a des semaines, et vous ne l'avez pas fait. Vous étiez inscrit en tant que représentant légal dans la demande de tutelle de Maya Brox, et lorsque nous vous avons contacté, vous n'avez pas répondu. Ce n'est pas le genre de choses que nous pouvons négliger. Marcus pressa ses mains contre ses cuisses, se concentrant pour se calmer. Je comprends, dit-il d'un ton posé, mais je suis là maintenant. Elle l'observa, peu impressionnée. Et pourquoi cela, exactement? Auriez-vous pu donner une réponse toute faite, quelque chose de net et soigné, du genre qui fonctionnait en salle de conseil et faisait accepter des choses que d'autres refusaient? Au lieu de cela, vous avez dit la vérité, parce que j'ai fait une erreur, parce que j'aurais dû venir plus tôt, parce que j'ai laissé un enfant en pensant que je m'en fichais, alors que ce n'était pas vrai, parce qu'il mérite mieux que d'être ballotté d'un foyer temporaire à l'autre. Elle le scruta longuement, l'évaluant, puis finalement elle soupira et se pencha en arrière. D'un point de vue légal, votre nom figure sur la demande de Maya, ce qui vous donne une priorité, mais compte tenu des circonstances, nous ne pouvons pas vous le remettre immédiatement. Il y aura une surveillance, des visites à domicile, une période de transition. Je ferai tout ce qui sera nécessaire. Elle hocha la tête une fois, puis rouvrit le dossier. Il est actuellement dans un foyer de groupe. Nous pouvons organiser une rencontre. Quelques minutes plus tard, Marcus se trouvait dans sa voiture, agrippant le volant avec force au point que ses jointures blanchissaient. La ville défilait en flou tandis qu'il conduisait, son esprit déjà en train de préparer ce qu'il dirait, comment il expliquerait son absence, comment il réparerait les choses. Lorsqu'il arriva au foyer de groupe, sa démarche était posée, contrôlée, jusqu'à ce qu'il franchisse le seuil et voit Noah assis à une table près de la fenêtre, un livre sur les genoux, ses petits doigts tripotant le bord de la page. Le garçon leva les yeux au son de la porte, lorsque son regard rencontra celui de Marcus, il se figea. Son expression ne changea pas, mais quelque chose dans l'air se modifia, comme s'il attendait que Marcus lui prouve quelque chose, qu'il lui donne une raison de ne pas espérer. Marcus fit un pas lent en avant. « Salut, gamin. » La prise du livre par Noah se fit brusquement. « Tu es en retard, dit Noah. » Il n'y avait pas de colère dans ses mots, juste une déception silencieuse. Marcus hocha la tête. « Oui, je le suis. » Noah ferma le livre et le mit de côté. « Je croyais que tu ne voulais pas de moi. » La phrase frappa comme un coup de poing dans l'estomac, mais Marcus ne broncha pas. Il se mit à genoux, se mettant au niveau du garçon qui avait attendu trop longtemps pour une réponse. « J'ai merdé, gamin. J'avais peur, mais je te promets que je ne referai plus jamais d'erreur. » Noah plissa les yeux.
Tu promets? Promets pas avec des belles paroles d'adulte, promets vraiment. Marcus sourit pour la première fois depuis des semaines. Je promets et je ne romps pas mes promesses. Noah le regarda longuement, quelque chose se déplaçant en lui, puis, sans un mot de plus, il s'avança, se jeta dans les bras de Marcus, s'accrochant à son cou, les bras serrés, le visage pressé contre son épaule. Marcus hésita, puis l'enlaça à son tour, tenant le garçon comme quelque chose de fragile, d'irremplaçable. Pour la première fois de sa vie, il ne ressentait pas qu'il portait le poids de quelque chose d'impossible, cela lui semblait simplement juste. Des mois plus tard, la vie de Marcus ne ressemblait plus à ce qu'elle était auparavant. Il dirigeait toujours un empire de plusieurs milliards de dollars, concluant des affaires impossibles et dictant l'avenir des entreprises d'un simple geste, mais désormais il se levait aussi à 6 heures du matin pour faire des pancakes, même si Noah insistait sur le fait que sa technique de retournement avait besoin de travail. Il négociait désormais les heures de coucher et les limites de temps d'écran avec la même précision qu'autrefois utilisée pour les contrats de fusion. Il avait appris que marcher sur un Lego égaré en pleine nuit était pire que n'importe quelle affaire à enjeux élevés, et que, malgré toutes ces années de formation, il était constamment terrible à Mario Kart. C'était chaotique, imprévisible, c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, et il ne changerait rien pour autant. Un matin, alors qu'ils étaient assis à la table du petit déjeuner, Noah interrompit sa bouchée, le sirop taché sur sa joue, et regarda Marcus pensivement. « Alors, je t'appelle Monsieur Marcus, pour toujours ou tu trouves que papa va mieux ?» Marcus posa son café, épaissi par l'émotion, se pencha et ébouriffa les cheveux de Noah. « Je pense que papa me va très bien. » Noah sourit et reprit une bouchée de son pancake, et pour la première fois de sa vie, Marcus Lancaster sut qu'il était exactement là où il devait être. Les années passèrent plus vite que Marcus ne l'avait prévu. Ce qui avait commencé comme des matins chaotiques remplis de sirop renversé et de sacs à dos égarés se transforma en dépôt d'enfants à l'école et en session de devoirs tardives, puis en couvre-feu et match de foot le week-end. L'enfance de Noah défilait dans un flou de « premier jour d'école, première dent perdue, première fois sans petit trou ». Marcus, un homme qui avait jadis bâti sa vie sur la structure et l'ordre, se retrouva à s'adapter à un monde qui, sur le papier, n'avait aucun sens mais qui semblait plus réel que tout ce qu'il avait jamais connu. Le premier match de foot de Noah fut un désastre. Marcus lui avait acheté le meilleur équipement, l'avait inscrit à des cours et avait même organisé un coach personnel quand Noah avait insisté pour devenir vraiment bon. Mais quand le match arriva, Noah passa plus de temps à saluer Marcus depuis le terrain qu'à prêter attention au ballon. Il courut dans la mauvaise direction 2 fois, fut distrait par un papillon et, à un moment donné, tomba sur ses propres lacets. Le score final fut humiliant, mais après le match, Noah accourut vers Marcus, rayonnant. « Tu m'as vu là-bas » Il était essoufflé d'excitation. « J'étais génial » répondit Marcus en riant en lui ébouriffant les cheveux. « Ouais, gamin, tu l'étais. » Quelques années plus tard, Noah marqua réellement des buts, et Marcus se surprit à applaudir plus fort qu'il ne l'aurait admis. Quand Noah eut 13 ans, la phase innocente de son enfance commença à changer. Il était vif d'esprit, parfois trop pour son propre bien, et assez téméraire pour que Marcus reste constamment sur ses gardes. Un après-midi, Noah entra dans le bureau à domicile de Marcus, s'appuyant décontracté contre le cadre de la porte, comme s'il avait répété ce geste pour paraître détendu. « Papa, dit-il avec délibération, puis lentement, est-ce que je peux avoir une moto ?» Marcus ne leva même pas les yeux de son ordinateur portable. « Non. Et si je prends tous mes examens ce semestre, alors tu pourras en avoir une ?» Noah gémit, s'affalant sur le canapé comme si son monde venait de s'effondrer. « Tu ne me laisses jamais m'amuser. Tu dis ça maintenant, mais tu me remercieras quand tu auras encore tes 2 bras quand tu auras 18 ans, répliqua Marcus avec un haussement d'épaule. Noah soupira, mais laissa tomber pour le moment. Il avait appris quand insister et quand se retenir. Et Marcus avait appris que son fils avait un talent de négociateur à la fois exaspérant et impressionnant. Mais tous les jours n'étaient pas faciles. Il y eut des disputes, parfois petites, parfois grandes. La première fois où Marcus attrapa Noah en train de mentir sur ses allées et venues après l'école, la conversation dégénéra en une véritable bagarre. Noah s'enfuit en claquant la porte de sa chambre si fort que les murs tremblèrent. Plus tard, Marcus resta dans son bureau, fixant la porte fermée, se demandant s'il avait géré la situation correctement, s'il y avait eu autre chose à dire. Quelques heures plus tard, un bout de papier plié fut glissé sous la porte. « Désolé d'avoir été un imbécile. Tu feras encore des pancakes demain ?» Marcus esquissa un rire en secouant la tête. « Bien sûr qu'il le ferait. »
Puis, soudain, ce fut l'année terminale de Noah au lycée. À un moment, Marcus lui enseignait comment nouer une cravate, l'instant d'après, il se retrouvait dans la foule lors de la remise des diplômes, regardant son fils traverser la scène. Noah, désormais plus grand que Marcus, avançait avec cette confiance naturelle qu'il avait depuis toujours, mais cette fois soutenu par la certitude, par ce genre d'assurance qu'il avait fallu à Marcus une vie entière pour développer. Marcus avait pensé qu'il ressentirait du soulagement quand ce jour arriverait. Il avait tenu sa promesse, élevé Noah, lui avait tout donné. Mais en voyant Noah accepter son diplôme, debout dans sa toge et sa coiffe, Marcus comprit autre chose. Ce n'était pas une fin. C'était un nouveau commencement. Noah le repéra dans la foule et sourit avant de lui faire un salut exagéré. C'était le même sourire que Maya, le même qui avait fait fissurer les murs bien gardés de Marcus il y a toutes ces années. Ce soir-là, ils s'assirent sur le balcon, juste tous les deux, la ville s'étendant en contrebas. Noah se pencha en arrière dans sa chaise, diplôme toujours sur ses genoux, l'expression pensive. « Alors, tu es prêt pour que je déménage ou tu vas pleurer ?» Marcus ricana. « Je ne pleure pas. » Noah sourit malicieusement. « Tu as pleuré à ma pièce de théâtre scolaire. » « C'était parce que tu étais nul en comédie, » répliqua Marcus en riant, secouant la tête. Bien sûr, Noah ria, étendant ses jambes un moment. Ils restèrent dans un silence confortable, le bourdonnement de la ville comblant l'espace entre eux, puis Noah reprit, plus doucement. « Tu sais, maman serait heureuse que tu m'aies accueilli. » Marcus avala, regard fixé sur l'horizon. « Je ne dirai rien tout de suite », se contenta-t-il de se pencher et d'ébouriffer les cheveux de Noah comme il le faisait quand il était petit. « Non, Marcus, dit enfin Noah, je pense que c'est moi qui suis le chanceux. » Noah ne protesta pas, il sourit simplement, se penchant en arrière dans sa chaise, regardant vers son avenir. Et pour la première fois, Marcus sut sans l'ombre d'un doute qu'il était exactement là où il devait être. Les années passèrent plus vite que Marcus ne l'avait imaginé. Ce qui avait commencé par des matins chaotiques, remplis de sirop renversé et de sacs à dos mal placés, se transforma en trajet vers l'école et en séance de devoirs tardives, puis en couvre-feu et en match de foot le week-end. L'enfance de Noah s'évanouissait dans un flou de « premier jour d'école »,« première dent perdue »,« première fois sans petit trou ». Marcus, un homme qui avait jadis bâti sa vie sur la structure et l'ordre, se retrouva à s'adapter à un monde qui, sur le papier, n'avait aucun sens, mais qui semblait plus réel que tout ce qu'il avait jamais connu. Le premier match de foot de Noah fut un désastre. Marcus lui avait acheté le meilleur équipement, l'avait inscrit au cours et avait même organisé un coach personnel lorsque Noah avait insisté pour devenir vraiment bon. Mais quand le match arriva, Noah passa plus de temps à faire signe à Marcus depuis le terrain qu'à prêter attention au ballon. Il courut dans la mauvaise direction à 2 reprises, se laissa distraire par un papillon, et à un moment donné, trébucha sur ses propres lacets. Le score final fut humiliant, mais après le match, Noah courut vers Marcus, rayonnant. « Tu m'as vu là-bas » s'exclama-t-il, haletant d'excitation. « J'étais génial, » répondit Marcus en riant en lui ébouriffant les cheveux. « Ouais, gamin, tu l'étais. » Quelques années plus tard, Noah s'améliora réellement, marquant des buts, et Marcus se surprit à applaudir plus fort qu'il ne l'aurait admis. Lorsque Noah eut 13 ans, l'insouciance de l'enfance laissa peu à peu place à un esprit vif, parfois trop pour son propre bien, et assez téméraire pour que Marcus reste constamment sur ses gardes. Un après-midi, Noah entra dans le bureau à domicile de Marcus, s'appuyant avec nonchalance contre l'encadrement de la porte, comme s'il avait pratiqué pour paraître détendu. « Papa, dit-il trop délibérément, est-ce que je peux avoir une moto ?» Marcus ne leva même pas les yeux de son ordinateur portable. « Non. Et si je réussis tous mes examens ce semestre, alors tu pourras en avoir une ?» Noah gémit, s'affalant sur le canapé comme si son monde venait de s'effondrer. « Tu ne me laisses jamais m'amuser. » « Tu dis ça maintenant, mais tu me remercieras quand tu auras encore tes 2 bras à 18 ans, répliqua Marcus. Noah soupira mais laissa tomber pour le moment. Il avait appris quand insister et quand se retenir, et Marcus avait appris que son fils avait un don pour la négociation à la fois exaspérant et impressionnant. Mais tous les jours n'étaient pas faciles. Il y eut des disputes, parfois petites, parfois grandes. La première fois où Marcus attrapa Noah en train de mentir sur ses allées et venues après l'école, la conversation dégénéra en une véritable dispute. Noah partit en trombe, claquant la porte de sa chambre avec une telle violence que les murs tremblèrent. Plus tard, Marcus resta dans son bureau, fixant la porte fermée, se demandant s'il avait réagi correctement, s'il y avait eu quelque chose d'autre à dire. Quelques heures plus tard, un morceau de papier plié fut glissé sous la porte.
désolé d'avoir été un imbécile. On refait des pancakes demain? Marcus rit doucement, secouant la tête. Bien sûr qu'il le ferait. Puis, soudain, vint l'année de terminale de Noah. À un moment, Marcus lui apprenait à nouer une cravate, et l'instant d'après, il se retrouvait dans la foule lors de la remise des diplômes, regardant son fils traverser la scène. Noah, désormais plus grand que Marcus, avançait avec cette confiance naturelle qu'il avait depuis toujours, mais cette fois soutenue par une certitude, par cette assurance qu'il avait fallu à Marcus toute une vie pour développer. Marcus avait pensé qu'il ressentirait un soulagement quand ce jour arriverait. Il avait tenu sa promesse, élevé Noah, lui avait donné tout ce dont il avait besoin. Mais en voyant Noah accepter son diplôme, debout dans sa toge et sa coiffe, Marcus comprit autre chose. Ce n'était pas une fin. C'était un nouveau commencement. Noah le repéra dans la foule et sourit avant de lui faire un salut exagéré. C'était le même sourire que Maya, celui qui avait percé les murs bien gardés de Marcus toutes ces années auparavant. Ce soir-là, ils s'assirent sur le balcon, juste tous les deux, la ville s'étendant en contrebas. Noah se pencha en arrière dans sa chaise, diplôme toujours sur ses genoux, l'expression pensive. « Alors, tu es prêt à me voir déménager ou tu vas pleurer ?» Marcus ricana. « Je ne pleure pas. » Noah esquissa un sourire narquois. « Tu as pleuré à ma pièce de théâtre scolaire. » Marcus rit en secouant la tête. « Je ne pleure jamais. » Le temps continua d'avancer. Les visites devinrent plus fréquentes. Noah cessa d'attendre une invitation et se présentait avec les enfants, remplissant la maison de bruit et de chaleur, comme s'il savait que bientôt il n'y aurait plus beaucoup de visites. Puis, un soir, Marcus se retrouva dans un lit d'hôpital, le bourdonnement régulier des moniteurs remplissant l'air. Il avait su que ce moment arriverait, pressenti à mesure que son corps le trahissait ces derniers mois. Il n'avait pas peur, il avait vécu assez longtemps pour savoir que la peur ne changeait rien. Noah resta à son chevet, sa main serrant celle de Marcus, non pas comme un enfant s'accrochant à un parent, mais comme un homme tenant la personne qui avait façonné sa vie. Marcus expira lentement. « Tu sais, disait-il d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu, j'ai toujours pensé que mourir seul serait la pire chose qui puisse m'arriver. » La prise de Noah se resserra, et Marcus ferma un instant les yeux, puis les rouvrit en regardant son fils. « Maintenant, je sais que je n'ai jamais vraiment été seul. » Noah hocha la tête. Il y avait des choses que Marcus aurait voulu dire, des choses qu'il n'avait jamais su formuler, à quel point il était reconnaissant, fier, combien il avait appris, non seulement à être un père, mais à être un homme meilleur. Mais au final, aucun de ces mots n'était nécessaire. Noah le savait déjà. Son souffle se fit plus lent, le monde s'estompa, et sa dernière pensée n'était pas celle de l'argent, du pouvoir ou du succès, ni même des affaires conclues ou des opportunités manquées, mais celle d'un petit garçon, tenant une lettre chiffonnée, qui attendait, et de la vie qui était née après que Marcus Lancaster eut laissé aller, sachant qu'il avait été exactement là où il devait être. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez d'autres histoires réconfortantes et émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci, j'aimerais beaucoup le savoir. Pour entendre vos réactions, merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine histoire.